Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la vie et de l'œuvre de Monseigneur Ignace Bourget avec l'historien et auteur Roberto Perrin. On vous présente la première chronique des actualités de la rue de l'abbé Claude Paradis et on fait un portrait des inégalités sociales au Québec avec l'organisateur communautaire Marc de Coninck. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler d'une figure importante de l'histoire de l'Église au Québec. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence M. Roberto Perrin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Roberto Perrin, vous êtes historien, professeur émérite d'histoire à l'Université York, plus précisément au Collège Glendon, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, Ignace de Montréal, artisan d'une identité nationale, publié aux éditions du Boréal. Alors vraiment, vous avez écrit une biographie de cette personne, vraiment une personnalité très importante ici même à Montréal, mais un peu partout au Québec et au Canada. Donc c'est une personne vraiment très importante et qui a marqué son siècle et notre siècle, selon votre jugement dans votre livre. Parlez-nous un peu du contexte historique dans lequel s'insère l'épiscopat de Monseigneur Ignace Bourget. Alors, il faut d'abord se rappeler que Monseigneur Bourget devient évêque en 1836, un an avant les insurrections de 1837-38. C'était un moment très difficile pour lui et pour l'Église parce que, l'Église soutenait le pouvoir établi qui était le gouvernement britannique et donc avait à dos les patriotes, le mouvement patriote. D'ailleurs, Monseigneur Lartigue est le cousin de Louis-Joseph Papineau, le chef des Patriotes. Donc, Monseigneur, déjà en 1936, l'évêque démontre une certaine sympathie pour les Patriotes. Il les visite quand ils sont emprisonnés, il accompagne ceux qui ont été pendus à l'échafaud. Et donc, c'est un moment difficile pour l'Église. Il faut dire aussi que pendant le début du 19e siècle, la religion n'était pas un facteur de vie collective très importante. D'ailleurs, on parle de cette période comme d'une période de sécularisation, donc très semblable à la nôtre, celle qu'on vit en ce moment. Alors, il faut aussi souligner le fait que les insurrections, il y a la défaite, c'est une défaite militaire. La répression britannique est cruelle. Le Bas-Canada, le Québec, est fusionné au Canada pour que les Canadiens français aient moins de poids politique parce que les Canadiens anglais sont majoritaires dans ce nouvel arrangement. Donc, il y a comme un esprit de défaite. Le moral n'est pas très haut. Et c'est à ce moment-là que Monseigneur Bourget devient chef de l'Église locale. Et donc, il devient évêque à ce moment vraiment charnière de l'histoire du Québec. 1840, c'est le moment où commence son épiscopat. Parlez-nous un peu des intuitions qui vont animer cette période de son épiscopat à Monseigneur Bourget. Pouvez-vous nous parler également d'une certaine idéologie qui l'anime, celle de l'ultramontanisme? Alors, qu'est-ce que l'ultramontanisme et quelles sont les grandes intuitions qui vont se déployer à travers l'épiscopat de Monseigneur Ignace Bourget? Alors, d'abord, étant un homme de l'Église, il a cette intuition que la religion peut jouer un rôle
très important dans la vie de son peuple. Ça, c'est la première intuition. Il, je veux dire, on part pratiquement de zéro parce que l'Église n'avait pas, avait un certain pouvoir politique, mais toujours sous l'autorité du gouvernement britannique. Donc, c'était comme un corset, n'est-ce pas, qui réprimait tout mouvement d'expansion. Alors, il réalise que non seulement la religion peut jouer un rôle important dans la vie de ces diocésains, mais aussi qu'elle peut jouer un rôle très important dans la vie des Canadiens français en tant que peuple. Et ça, c'était très important parce que pour lui, être catholique, c'était être Canadien-Français. C'était, on ne peut pas divorcer les deux. La troisième intuition, c'est justement ce dont vous avez parlé, l'ultramontanisme, c'est-à-dire qu'il fallait rattacher l'Église de Montréal et l'Église du Québec à Rome et au pape et faire en sorte que l'Église se modèle, n'est-ce pas, sur ce qui se passait au Saint-Siège à Rome. Et c'était un peu l'idée que le plus on s'identifiait à Rome, le moins, plus forte était l'identité des Canadiens français par rapport à un Canada anglais protestant. Il faut souligner que la religion devient, dans les années 1840, le facteur le plus important de différenciation nationale entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Et donc, Monseigneur Bourget réalise l'importance de faire vivre cette religion. Et donc, il y a un renouveau religieux. Il y a plusieurs historiens de l'Église qui en parlent dans les années 1840, où tout d'un coup, il y a cette ferveur religieuse qui commence à s'exprimer. Et lui, il l'a compris, Monseigneur Bourget a compris très bien le besoin religieux de son peuple. Vous soulignez justement dans votre ouvrage la venue de certains prédicateurs comme Forbin Janson, par exemple, qui vont justement animer et mettre le feu dans cette population canadienne-française qui était prête et qui désirait vraiment s'investir. Et le domaine religieux est devenu un lieu d'investissement important pour les Canadiens français. Dites-nous comment ça s'est déployé à travers les grandes réalisations qui ont été pensée par Monseigneur Bourget. Je pense notamment à l'arrivée de nombreuses congrégations religieuses et la prise en charge du bien-être de la société. Parlez-nous un peu des grandes réalisations concrètes que l'on peut attribuer à Monseigneur Ignace Bourget. Bon, il a compris que cette œuvre de réévangélisation du Canada français ne pouvait pas se faire, il ne pouvait pas faire ça tout seul. Il avait besoin de collaborateurs qui constituera la main-d'œuvre des institutions sociales, éducatives, les institutions de santé dans la province de Québec. Alors, et parmi ces ordres religieux, les Oblats sont très importants parce que c'est des prédicateurs, n'est-ce pas? Ils ont été fondés comme ordre prêcheur et c'est eux qui jouent un rôle très important dans les années 1840 dans la reconversion du Canada français. Donc, alors, il y a deux grandes lignes dans l'action de Monseigneur Bourget dans cette période. La première, c'est ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'Église, c'est-à-dire de doter la société d'institutions qui desservent la population et
le deuxième pan de son activité, c'est ce que j'appelle la révolution culturelle des années 40, qui est une révolution religieuse où la religion assume un rôle central dans la vie des Canadiens français. Donc, Ignace Bourget, c'est vraiment un personnage, une personnalité de notre histoire auquel on doit beaucoup. Et pour en apprendre davantage, puisque nous avons pu qu'effleurer vraiment tout son patrimoine, je suggère à nos auditeurs de lire ce livre, Ignace de Montréal, Artisan d'une identité nationale, publié aux éditions du Boréal. Roberto Perrin, je souligne que vous êtes historien, professeur émérite d'histoire à l'Université York, et nous avons pu échanger sur cette personnalité d'Ignace Bourget qui, j'ose l'espérer, sera de plus en plus connue. Alors, Roberto Perrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir. Alors, bonjour et bienvenue à cette chronique de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis pour Salle et Lumière. Depuis quelques années, je fais partie du CCM, le mouvement du Corpus Christi, fondé par Mère Teresa tout un peu avant son décès. C'est un mouvement international. Le président se trouve en Espagne et la maison mère est à New York. C'est pour des prêtres diocésains comme moi qui font un ministère dans les rues un peu partout dans le monde. Et lorsque je vais dans la rue à Montréal, j'explique à mes bénévoles et je me le dis à chaque fois que nous sortons, je parle du principe du serviteur souffrant à partir du prophète Isaïe. Alors, je le cite, Isaïe nous dit que le serviteur souffrant, il est comme un peuple opprimé, souffrant, défiguré, sans prestance, et sans un minimum de conditions humaines. Un peuple exploité, maltraité, silencieux, sans grâce, ni beauté, plein de souffrance, laissé de côté par les autres, comme s'il s'agissait d'un lépreux, condamné comme un criminel, sans jugement et ni défense. Ça s'adresse aux gens de la rue, mais en tout premier lieu, le serviteur souffrant, c'est le Christ. Et je prends aussi une lecture d'Évangile, l'aveugle de Jéricho. Dès que Jésus lui rend la vue, cet aveugle jette son manteau et il se précipite à la suite de Jésus. Alors pour les gens de la rue, un manteau, c'est tout pour eux. Ils n'ont que leur manteau. Alors un manteau pour eux, c'est leur abri, c'est leur maison, c'est leur tente, c'est leur doudou. Certains ont seulement que les photos de leur famille sur rue. Il y a quelqu'un qui est décédé dans la rue un autre hiver à Montréal et dans son manteau, il avait cousu à l'intérieur, dans sa doublure, les photos de sa famille. C'est tout ce qu'il avait. Alors un pauvre, quelqu'un de la rue ne jette jamais son manteau. Et je fais la messe de minuit, le 24 décembre, à l'extérieur, dehors, et il y a à peu près 200 personnes qui viennent assister à la messe. Et là, on a un gros réveillon, on a un repas chaud avec de la musique, on a beaucoup d'invités, alors c'est une fête. C'est vraiment la fête. Et ce qui est surprenant et ce que je trouve beau, c'est que les premiers qui sont venus adorer Jésus, c'est les bergers. Et les bergers, c'est les premiers itinérants de l'époque. Les bergers couchaient dehors à la belle étoile. Ils n'avaient pas d'abri, ils n'avaient pas de confort, ils n'avaient pas de douche. Alors, c'est les premiers qui sont venus adorer Jésus, les pauvres. C'est pas les marges, hein? C'est pas les riches, c'est pas les grands, c'est pas les puissants, c'est les tout petits qui ont été les premiers. Et à la messe de minuit, à la communion, il y a un monsieur qui s'est approché avec un manteau un peu rapiécé, là, un peu tout dégarni, tout sale. Et il est venu à la communion, et là, il est passé à côté de moi.
Alors imaginez-vous, j'ai porté un jugement, j'ai eu peur parce que j'avais la bouteille de vin que servait à la messe. Là, je me suis dit, est-ce qu'il va aller chercher la bouteille de vin? Alors j'ai porté un jugement. Savez-vous ce qu'il a fait, le monsieur? Il a enlevé son manteau et il l'a mis sur l'enfant Jésus qu'on avait dans la crèche. Alors ça m'apprendra à penser trop vite. Alors c'est le geste qu'il a fait, le geste du pauvre. Et il est retourné parmi les gens sans son manteau. Et il est resté comme ça jusqu'à la fin de la messe. Sans manteau, en petit chandail, il faisait très froid. Alors c'est ça le pauvre. Lui, il avait tout donné en donnant son manteau. Il a donné un peu comme la femme, la veuve qui donne son obole. C'était un peu la même chose. Il a donné tout ce qu'il avait. Il n'a pas plus que son manteau. Et malgré ça, malgré le froid, malgré la tempête, il l'a remis sur l'enfant Jésus. Comme l'aveugle de Jéricho qui a reconnu le Christ, qui a reconnu l'enfant Jésus dans le Christ en jetant son manteau et en allant à sa suite. Avec la pandémie de la COVID, il y a à peu près 600 lits maintenant de disponibles parce que les refuges ont dû fermer quantité de lits. Alors, il reste peut-être seulement que 600 lits, mais ils sont 6000 à la rue. Alors, imaginez-vous les gens que nous voyons, parce que nous sortons dans la rue les soirs pour aller porter de la nourriture, aller porter des vêtements, mais surtout aller rencontrer le serviteur souffrant, aller rencontrer l'enfant Jésus de la crèche, qui justement n'a pas d'endroit où aller crècher. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter des inégalités sociales au Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Marc Deconinck. Bonjour. Bonjour. Marc Deconinck, vous êtes organisateur communautaire de profession. Vous êtes actuellement président du comité de développement social à Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Comité qui a également chapeauté la rédaction de cet ouvrage dont j'aimerais discuter avec vous. Du plomb dans les ailes, avis sur les inégalités sociales, publié aux éditions du Septentrion. Alors justement, puisque nous débutons une nouvelle année en ce moment, il vaut la peine vraiment de voir un portrait général de la situation ici même au Québec. Dans ce livre, vous faites un examen en plusieurs parties, selon plusieurs thèmes, des différentes formes des inégalités ici même au Québec en 2020. Dites-nous, comment, d'abord, allons-y avec les inégalités de revenus, puisque c'est les premières que vous déployez dans cet ouvrage. Comment se déploient justement ces inégalités de revenus, de richesse au Québec? En fait, comment elles se déploient, mais surtout ce qu'on essaie aussi de mettre en évidence, c'est qu'elles s'accroissent. En fait, l'écart se creuse de façon significative. C'est pour ça qu'on a senti le besoin aussi de faire appel à la population. L'objectif est essentiellement un objectif de sensibilisation, d'éveil des consciences. Et on se permet de se questionner parce qu'on pense que certaines de nos valeurs fondamentales de société sont remises en cause. Alors, si on parle par exemple de la question des revenus, ça surprendra personne de savoir qu'il y a des écarts de revenus si on divise par exemple la population en déciles, donc par tranche de 10%, il est normal que la population du premier décile ait un revenu plus bas que celui du 10e décile. Ce qui est surprenant dans un premier temps, c'est l'écart. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'augmentation de l'écart dans le temps. Alors, je vous donne une statistique rapidement, mais je vais aller vite parce que les chiffres, des fois, ça peut être rébarbatif. Mais sur une période de 28 ans, de 1990 à 2018, on observe une augmentation du revenu dans le premier décile, dans les gens qui ont le moins de revenus, sur une période de 28 ans de seulement 9%, alors que pour le 10e décile, on observe une augmentation de 41%, ce qui est quand même énorme. Dans le revenu, ça, c'est simplement ce que vous retirez chaque année en termes d'usufruit, mais il y a aussi les inégalités de richesse, c'est-à-dire qu'au-delà du revenu, il y a aussi le patrimoine, l'accumulation de la richesse.
Et là, l'écart se creuse encore plus. En fait, c'est un vieil adage, c'est pour faire de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc, quand on est déjà dans la partie de la population qui a le plus de revenus, notre richesse s'accroît beaucoup plus rapidement. Alors, si cette fois-ci, on prend sur une période de 17 ans, de 99 à 2016, et là, je vais vous parler de quintile plutôt que de décile, le premier quintile, toujours en bas de l'échelle, sur ce 17 ans-là, a vu son patrimoine augmenter de 1 000 $. Le 5e quintile a vu son patrimoine, c'est par ménage, le 5e quintile a vu son patrimoine augmenter de 741 000 $. Alors, on voit qu'il y a des écarts énormes. Et donc, la distance entre le premier quintile et le 5e quintile, il augmente. Donc, c'est pas tant d'attirer l'attention sur uniquement les inégalités, mais le fait qu'elles se creusent. Et des processus qui mènent vraiment à séparer ces deux classes sociales, des plus démunis et des plus riches. Et j'imagine que la classe moyenne entre les deux est étirée d'une certaine façon, encore davantage. Absolument. Puis tout à l'heure, si on parle par exemple de santé, je pourrais vous illustrer que ne faut pas penser, quand on parle d'inégalité, que c'est uniquement les deux extrêmes là, qui sont touchés. C'est l'ensemble de la société parce que ça a un impact sur notre vivre ensemble, tous et chacun. Les visages de l'éducation, bon, on vient de parler des visages de la pauvreté concernant le revenu et la richesse, mais il y a également des visages, la pauvreté et les inégalités prennent également un visage en éducation. Parlez-nous un peu, là, pouvez-vous nous dresser un portrait de l'éducation et des manifestations des inégalités qui s'y trouvent? Ben, on a fait un bond énorme en termes d'éducation. On vient de le célébrer récemment, l'arrivée du rapport Parent, début des années 60. Qui a fait connaître un bond majeur au Québec, qui a libéralisé beaucoup l'éducation, s'est assuré que tout le monde puisse avoir accès à une bonne éducation. Ce qu'on se rend compte, près de 60 ans plus tard, le Conseil supérieur de l'éducation dit lui-même que le système d'éducation au Québec en ce moment contribue à construire des inégalités, à les augmenter, notamment par le biais du fait qu'il y a 3 parcours, il y a 3 trajectoires. On n'est pas en train de dire que les meilleurs que l'autre, on est juste en train de dire que ces 3 trajectoires-là, elles posent un problème. Alors, d'une part, il y a l'école privée, classique qui est bien connue. Maintenant, dans le public, il y a aussi de plus en plus des programmes particuliers qui rejoignent des enfants qui ont des fois plus de facilité scolaire, mais aussi des enfants qui proviennent de familles qui ont des revenus plus élevés, parce que même si c'est l'école publique, ces programmes particuliers-là, il y a des coûts, et il y a le programme régulier. Alors, si on évalue la réussite en termes de jusqu'où on est capable de se projeter dans le temps, seulement 15% des enfants qui vont au régulier vont à l'université. 51% des enfants qui fréquentent des programmes particuliers vont à l'université, puis 60% des enfants qui vont au privé vont à l'université. Malheureusement, ce n'est pas uniquement en fonction de l'évaluation des capacités intellectuelles ou des capacités pédagogiques ou académiques. Très souvent, c'est simplement sur la base du revenu, parce qu'une bonne partie des enfants qui sont au régulier proviennent de familles qui n'ont pas accès aux 2 autres choix. Donc là, encore une fois, on a un exemple d'une société où on construit des inégalités. Mais, si vous me permettez, M. Denis, là où c'est intéressant dans le cas de l'éducation aussi, c'est de rappeler que ce n'est pas juste certains enfants qui en font les frais, c'est que l'ensemble des jeunes font les frais de ce système-là, parce que la fonction de l'école, c'est pas juste une fonction académique, c'est aussi une fonction de socialisation. Donc, l'école, c'est un laboratoire de vie en société. Donc, avec un système comme ça à 3 branches, il est de plus en plus difficile pour un enfant dans sa croissance d'être en contact avec des enfants qui sont représentatifs de la diversité qu'on a dans notre société. Donc, on voit à quel point, justement, ces inégalités sociales s'accroissent peut-être à tous les niveaux et dans tous les domaines de la sphère publique et sociale au Québec. Dites-nous, dans votre livre collectif, vous manifestez les différentes solutions qu'on pourrait mettre de l'avant pour faire amoindrir ces inégalités sociales et augmenter la justice sociale ici même. Pouvez-vous nous présenter un peu quelques-unes de ces solutions et peut-être quels sont les acteurs qui doivent travailler et mettre la main à la pâte à ce niveau-là? Vous me permettrez de parler plus de pistes que de solutions à proprement parler, parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi à travers cet ouvrage-là, c'est provoquer un échange collectif. Tout à l'heure, je citais par exemple le rapport Parent. Ça a été un choix de société à un moment donné assumé de dire
On doit faire en sorte que notre système d'éducation s'améliore de façon significative. On peut faire la même parallèle avec la politique familiale à la fin des années 90, qui a permis notamment à des enfants en plus grande difficulté d'avoir accès plus facilement à des services de garde de qualité. Donc, il y a eu des bons importants. Donc, solution, c'est surtout ce qu'on veut, c'est provoquer un échange, puis on propose des pistes, surtout des principes. Le premier principe, c'est l'inégalité sociale, ça doit être une priorité. Ça doit être une priorité collective. Je me permets de faire une petite parenthèse. L'humanité fait face à deux enjeux majeurs. Sauver la planète, l'augmentation des inégalités sociales. C'est les deux plus gros enjeux auxquels on a à faire face. Donc, on doit prendre acte des inégalités. On ne peut pas se contenter d'observer. Maintenant, vous le dites, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de faire des choses. Donc, le deuxième principe, c'est de faire en sorte qu'on s'assure dans les mesures qu'on met de l'avant, dans les politiques sociales ou autres, de s'assurer que le revenu du quintile le plus bas augmente plus rapidement que le revenu du quintile le plus haut. Maintenant, il faut faire bien attention. Il y a bien des gens qui vont dire, si on vise une société plus inégalitaire, l'objectif, c'est pas de tirer vers le bas. L'objectif, c'est vraiment de tirer vers le haut. Et le troisième principe, et ça, l'organisateur communautaire en moi peut bien vous le confirmer, c'est un principe fondamental, le vieil adage de Gandhi, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi. C'est qu'il faut associer directement les personnes au bas de l'échelle des inégalités dans toute nouvelle réflexion sur des politiques sociales à revoir et à améliorer. Donc, ce qu'on veut, c'est plus proposer des principes, mais que cette solution-là fasse l'objet d'un large débat. Maintenant, on rappelle que l'État peut faire quelque chose, l'entreprise peut faire quelque chose, et bien sûr, les citoyens peuvent chacun faire des choses aussi. Et les différentes institutions de la société civile également, l'Église en fait partie, et plusieurs de ces principes dont vous avez mentionné font partie de l'enseignement social de l'Église, et particulièrement des dernières encycliques du pape François, notamment l'encyclique Laudato Si, qui fait ce rapprochement entre la sauvegarde de la planète et vraiment le travail pour amoindrir les inégalités sociales, ainsi que la plus récente Fratelli Tutti, sur la fraternité mondiale. Marc de Coninck, nous étions réunis pour parler de ce livre. Donc, vous avez présidé l'écriture du plomb dans les ailes, avis sur les inégalités sociales, publié aux éditions du Septentrion, et qui tente, avec plusieurs collaborateurs, de faire non seulement un portrait de la situation des inégalités ici même au Québec, mais également d'apporter des pistes de solutions, comme vous l'avez dit. Alors, donc, nous pourrons nous procurer ce livre dans toutes les bonnes librairies, ainsi que sur le site du Septentrion, à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Alors, Marc de Coninck, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.